Maria Corpigiaco s'excuse. C'est une maman, elle avait un enfant fiévreuse, une possible COVID. Donc, à regret, elle m'a demandé de la remplacer. Et puis, donc, je suis ici, Monique Rondeau, vous m'avez vu tout à l'heure, avec Rive-Sud en transition. Je suis de Saint-Bruno, puis je suis aussi membre de Saint-Bruno en transition. Qui nous sommes? Saint-Bruno en transition est un organisme à but non lucratif actif sur le territoire de la ville de Saint-Bruno de Montarville. Il a été créé en réponse à la crise climatique et à l'urgence de créer un avenir durable pour nos enfants et les générations futures. Si nous n'agissons pas maintenant, la civilisation humaine telle que nous la connaissons ne survivra pas. La mission de Saint-Bruno en transition est d'élaborer des initiatives visant la carboneutralité et la diminution de la production de gaz à effet de serre. Nous voulons rendre notre ville et ses habitants plus résilients face au changement climatique. C'est pourquoi nous encourageons le développement durable et les pratiques écologiquement responsables. De plus, nous soutenons l'action démocratique et la participation aux causes qui aideront Saint-Bruno et les régions qui nous entourent à atteindre la carboneutralité et à lutter contre les changements climatiques. Alors, d'entrée de jeu, nous tenons à remercier le député fédéral de Longueuil-Saint-Hubert, M. Denis Trudel, de nous donner l'occasion, avec cette consultation publique, de nous exprimer sur les enjeux entourant les activités actuelles et projetées de l'aéroport de Saint-Hubert. Ce mémoire traduit nos inquiétudes et nos appréhensions quant aux impacts reliés à l'exploitation et au développement envisagé de cet aéroport, surtout dans un contexte de lutte au changement climatique. Alors, le contenu, je vais vous dire, le mémoire se divise en 4 chapitres, si on veut. Donc, il sera question d'une histoire bruyante, un impact environnemental important, des retombées économiques à relativiser et un changement de paradigme. Ce sera suivi là, des constats et des recommandations de Saint-Bruno en transition. Je cède la parole à Martin Murray. Bien, merci. Bonjour à vous tous. M. Trudel, encore une fois, merci de nous donner l'opportunité de vivre une véritable consultation publique. Je pense que ce n'est pas tellement fréquent. On le voit à certains endroits, on ne les nommera pas, mais on n'en pense pas moins. Donc, effectivement, on est heureux d'être ici cet après-midi. Moi, je remplace un peu à pied levé Mme Maria, je ne prononce pas son nom parce que je n'arrive pas à le prononcer correctement. Et cet après-midi, ce qu'on va vous présenter, moi, je ne ferai pas une lecture in extenso du document parce que je pense que vous en avez pris connaissance. Et puis là, on grugerait facilement les quelques minutes qu'on nous accorde. Je vais vous laisser un peu de temps après pour nous poser des questions et on va essayer d'y répondre le plus adéquatement possible. Donc, je vais faire une espèce de synthèse du document en tant que tel en essayant d'aller à l'essentiel. Donc, on va commencer par une histoire bruyante, 100 ans d'existence en 2027. Permettez que je mette mes lunettes? Je risque d'avoir un petit problème. Semble-t-il que c'est l'âge. Donc, en 1927, l'aéroport de Montréal, Saint-Hubert, fêtera ses 100 ans d'existence. Construit par le gouvernement fédéral, il devient en 1927 le premier aérodrome civil au Canada. En 2004, Transport Canada transfère la propriété et l'exploitation de l'aéroport à Développement Aéroport Montréal-Saint-Hubert, un organisme à but non lucratif. 2 ans plus tard, une entente est signée permettant à 4 écoles de pilotage, dont 2 de très grande taille, de former des pilotes qui viennent d'aussi loin que la Chine. L'arrivée de ces écoles de pilotage entraîne alors une pollution sonore importante, car les petits avions volent à basse altitude et sont très bruyants. Le 31 août 2018, à 8h55, le Boeing 737-200 de la compagnie Chrono Aviation inaugure officiellement la piste principale nouvellement réaménagée. Il va sans dire que l'arrivée des gros porteurs n'a fait qu'aggraver la situation. Maintenant, les dirigeants de l'aéroport veulent augmenter à nouveau le trafic aérien, alors que les habitants des zones concernées sont beaucoup plus nombreux et que nous sommes en pleine crise climatique. Une histoire bruyante, on continue donc de zone rurale à zone urbanisée. Lors de l'implantation de l'aéroport, le territoire entourant ce secteur était peu urbanisé. Au recensement de 1921, on comptait 7 266 habitants,
dans les 6 municipalités de Saint-Bruno-de-Montarville, Sainte-Julie, Saint-Basile-le-Grand, Saint-Hubert, qui était une ville à ce moment-là, et Boucherville, incluant la paroisse Sainte-Famille de Boucherville. Entre 1961 et 1981, auparavant la population avait beaucoup bougé, la population a multiplié par 4, passant de 32 579 à 135 058 habitants. Elle s'élève actuellement à 200 000 habitants avec des résidences qui se trouvent désormais à moins de 500 mètres de l'aéroport. Et n'eût été de l'adoption en 1978 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la situation serait évidemment encore plus critique parce que ces territoires-là auraient été occupés par soit du résidentiel, du commercial ou de l'industriel. Un impact environnemental important, donc il y a 2 grands types de pollution que l'on aimerait présenter aujourd'hui. Donc la plupart des activités humaines ont un effet sur l'environnement. Cependant, certaines activités ont plus d'incidence que d'autres et le trafic aérien en fait partie. Pollution sonore. Le bruit causé par le trafic aérien élevé et les essais de moteurs qui se multiplient ne peut être facilement ignoré, surtout s'ils ont lieu à toute heure de la journée et à tout moment de la semaine, y compris le week-end. Selon l'Organisation mondiale de la santé, le bruit est tout type de son supérieur à 65 décibels. Les mesures de bruit effectuées à l'aide de 2 sonomètres par le Comité antipollution de l'aéroport de Longueuil ont permis d'enregistrer des niveaux sonores de 107,8 décibels. Évidemment, c'est une échelle logarithmique, mais on ne peut pas le voir uniquement comme sur une base arithmétique, au bout de la piste numéro 6 lors du décollage des avions 737-200 de Chrono Aviation à l'été 2020. Les nuisances sonores générées par le trafic aérien d'un aéroport affectent toute la faune locale, vivant dans un rayon de plusieurs kilomètres autour des pistes. Pour les humains, les conséquences les plus courantes de la pollution sonore sont l'insomnie, l'irritabilité, la fatigue, les maux de tête, le manque de concentration, le stress, la dépression et l'anxiété qui peuvent entraîner des problèmes cardiaques, entre autres. Autre forme de pollution, la pollution atmosphérique. La présence d'éléments polluants peut provoquer des effets négatifs sur la santé des personnes et sur l'environnement. La combustion du kérosène dans les réacteurs d'avion génère principalement du dioxyde de carbone, CO2, et des vapeurs d'eau, ainsi que des polluants gazeux tels que les oxydes d'azote, NOx, ou particulières comme des suies ou des sulfates. Les émissions de CO2 ainsi que les autres substances nocives rejetées par les avions ont un impact négatif sur la qualité de l'air autour d'un aéroport. Autre impact environnemental important, bien sûr, les GES et l'empreinte carbone. Selon l'Agence européenne de l'environnement, l'avion est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre par kilomètre parcouru pour le transport des personnes ou pour le transport des marchandises. À titre d'exemple, un aller-retour Montréal-Paris produit environ 2 tonnes de GES par passager, ce qui correspond à 850 litres d'essence. Cette quantité d'essence équivaut à la consommation moyenne annuelle d'une voiture au Canada. À ce jour, l'aviation est responsable d'environ 3,5 de toutes les émissions de GES, estime le Global Carbon Project, et il est en progression constante. L'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, prévoit d'ailleurs que d'ici 2050, ces émissions pourraient quadrupler. Un autre impact environnemental important, la sécurité aérienne. Le 17 mars 2017, 2 avions de type Cessna 152 entraient en collision au-dessus des promenades Saint-Bruno. L'un des 2 pilotes est décédé et l'autre a été blessé. Les 2 pilotes étaient des étudiants d'une école de pilotage installée à l'aéroport de Saint-Hubert. Il s'en est fallu de peu que cet incident ne tourne à la catastrophe. Il y a eu plusieurs incidents et accidents au fil des ans à l'aéroport de Saint-Hubert, dont, entre autres, le 15 novembre 2019, un atterrissage d'urgence, le 3 septembre 2019, un autre atterrissage d'urgence, 23 octobre 2017, un autre atterrissage d'urgence, le 6 janvier 2017, la chute d'un hélicoptère, le 12 janvier 2014, un écrasement d'un avion dans la cour d'une maison, le 10 janvier 2013, un atterrissage forcé dans un champ d'un avion d'un Beechcraft King Air, et le 12 septembre 2006, pour ne nommer ceux-là, l'écrasement d'un avion de type Piper Cherokee sur le boulevard Kimball. Maintenant, au niveau des retombées économiques. Des retombées économiques à relativiser. Donc, la zone aéroportuaire et l'aéroport. La zone aéroportuaire, telle que délimitée par la ville de Longueuil sur son site Internet, a une superficie d'environ 6 millions de mètres carrés et est divisée en plus de 160 lots qui varient d'une superficie de quelques dizaines de mètres carrés à plusieurs centaines de milliers de mètres carrés. Plus de la moitié de cette zone est occupée par l'aéroport proprement dit, les terrains appartenant à DHL et NAV Canada. Au rôle d'évaluation 2022-2024,
La valeur des terrains de cette zone s'élevait à un peu plus de 577 millions de dollars, en hausse de 15 par rapport au rôle d'évaluation précédent. Des retombées économiques de faible valeur, donc la valeur foncière de la zone aéroportuaire est peu élevée. Elle se situe sur la base d'une rôle d'évaluation 2022-2024 à moins de 100 $ du mètre carré. Cette situation s'explique d'une part par la valeur imposable d'un terrain non aménagé et non exploité qui oscille entre 38 $ et 80 $ du mètre carré, et d'autre part par la très faible valeur imposable des terrains occupés par l'aéroport, qui est à peine de 8 $ du mètre carré. En excluant l'aéroport, la moyenne pour le reste de la zone aéroportuaire atteint un peu plus de 200 $ du mètre carré. D'un point de vue purement hypothétique, si l'aéroport était remplacé par un parc industriel, tout en supposant une valeur de 200 $ au mètre carré, la valeur imposable de la zone aéroportuaire ferait plus que doubler, passant d'un peu plus de 575 millions de dollars à plus d'1,2 milliard de dollars. Il y a donc un coût économique pour Longueuil d'avoir un aéroport sur son territoire qui se chiffre non seulement en milliers d'emplois inexistants sur ces terrains, mais aussi par des pertes fiscales très importantes pour la ville de Longueuil et, par voie de conséquence, des coûts fiscaux pour les villes liées. Ainsi, d'un strict point de vue économique, l'aéroport de Saint-Hubert ne constitue pas un atout pour la ville de Longueuil. Son pouvoir attractif est faible et difficile de croire que l'aéroport ait été un facteur déterminant pour l'arrivée de certaines entreprises dernièrement. Des retombées économiques aussi à relativiser, faible retombée fiscale. Donc, la zone aéroportuaire a une superficie d'environ 6 km², dont 3,1 km² sont occupés par l'aéroport. Sur la base des comptes de taxes transmis pour 2022, la ville de Longueuil encaissera moins de 10 millions de dollars en taxes de cette zone pour l'année en cours, ce qui représente moins de 2 $ par mètre carré. C'est peu, très peu même, quand on considère qu'une résidence sur la rue Vauquelin rapporte entre 3 et 4 fois plus de taxes par mètre carré. Pour un commerce ou une industrie, ce ratio dépasse les 6 $ par mètre carré et peut atteindre 10 $ et même plus par mètre carré. Ainsi, d'un point de vue strictement taxation, l'aéroport de Saint-Hubert n'est pas fiscalement rentable pour la ville de Longueuil. Il rapportera un peu moins de 15 sous de taxes par mètre carré en 2022. En excluant l'aéroport, la moyenne passe à 2,79 $ par mètre carré pour le reste de la zone aéroportuaire. Si ce dernier taux était appliqué à l'aéroport, le montant des taxes payées n'aurait pas été de 440 548 $, mais de 8 471 361 $, soit un écart de plus de 8 millions de dollars. Un changement de paradigme. Donc, mise en service du REM. Le réseau express métropolitain REM projet de mobilité durable sera progressivement mis en service à partir de l'automne prochain et sera pleinement fonctionnel à la fin de l'année 2024. Il comptera 26 stations s'étendant sur 67 km avec un service offert 20 heures par jour à des fréquences de 2,5 minutes en heure de pointe et de 5 minutes en période hors pointe, 10 minutes et 15 minutes respectivement pour l'aéroport. Le temps nécessaire pour parcourir la distance entre la station terminale du REM à l'intersection des autoroutes 10 et 30 et l'aéroport international Montréal-Trudeau sera de 43 minutes. L'arrivée du réseau REM vient affaiblir l'argument selon lequel l'aéroport de Saint-Hubert est une option souhaitable pour de nombreux voyageurs en raison de sa proximité avec une grande population et de sa facilité d'accès. Dans la conférence que le président du conseil d'administration, en fait l'ex-président de l'aéroport de Saint-Hubert, M. Charles Vaillancourt, donnait le 13 avril 2021 à la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud, il disait que la rentabilité ne serait pas possible avec les seuls vols régionaux et à rabais. Il fallait que le gouvernement fédéral lève l'interdiction des vols internationaux à l'aéroport de Saint-Hubert pour assurer à long terme sa viabilité économique. Un autre paradigme, l'urgence climatique. Le 4 avril 2022, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, a publié la 3e partie de son 6e rapport d'évaluation. Ces conclusions sont sans équivoque. Le réchauffement climatique est d'origine humaine et nous devons empêcher les températures de dépasser 1,5 degré Celsius. Limiter la hausse des températures à environ 1,5 degré Celsius d'ici 2030 exige que des mesures majeures soient prises dès maintenant, c'est-à-dire réduire de 100 % l'utilisation du charbon, de 60 % l'utilisation du pétrole et de 70 % l'utilisation du gaz naturel. Nous devons donc repenser nos modes de consommation, y compris les moyens de transport que nous utilisons pour nous déplacer, et le transport aérien en fait partie. Avant la pandémie, le trafic aérien mondial augmentait de 3,5 % par année, ce qui correspond à un doublement tous les 20 ans. Malgré les améliorations apportées à l'efficacité énergétique des avions, la croissance projetée du trafic aérien fera plus que compenser ces gains, augmentant l'empreinte carbone du transport aérien et donc son impact environnemental.
Dans la lutte contre les changements climatiques, le transport aérien doit faire partie de l'équation. Maintenant, le futur de l'aéroport. Actuellement, l'aéroport de Saint-Hubert est utilisé par la Gendarmerie royale du Canada, la Sûreté du Québec, Air Médic, Chrono Aviation pour le transport des employés vers le Grand Nord et Pascan Aviation pour le transport régional, en plus de quelques vols nolisés. Il accueille également un escadron d'hélicoptères de la Défense nationale et est utilisé pour la formation des pilotes. Sa rentabilité à moyen et à long terme repose sur le développement des vols régionaux et la mise en place de transporteurs à rabais pour les vols nationaux et surtout internationaux vers des destinations de vacances. Cependant, l'aéroport Montréal-Trudeau a l'exclusivité des vols internationaux pour encore 30 ans. Le plan de développement présenté par le gestionnaire de l'aéroport de Saint-Hubert prévoit des retombées d'1 milliard de dollars et la création de 5 000 emplois en l'absence de cette contrainte majeure. Mais elle est présente et elle est là encore pour des décennies à venir. Il voudrait augmenter le nombre de vols à 50 par semaine, ce qui aggraverait considérablement les problèmes de pollution sonore, atmosphérique et de sécurité existants, et ce en faisant fi de la réalité climatique. Alors que les effets environnementaux et humains du développement de l'aéroport de Saint-Hubert sont indéniables, les potentiels avantages économiques présentés par ces promoteurs doivent être considérés avec une bonne dose de scepticisme. Maintenant, les constats. Malgré toutes les mesures mises en place, silencieux pour certains petits avions, d'écoles de pilotage, réduction des gaz au décollage, modulation des atterrissages et des décollages, le bruit généré par les activités de l'aéroport de Saint-Hubert consiste actuellement en une pollution sonore inacceptable et injustifiable. La présence d'un aéroport et d'écoles de pilotage dans un milieu aussi fortement urbanisé n'est pas sans risque, comme le démontrent les incidents et accidents répertoriés au fil des ans. Il n'y a aucun bilan, du moins connu, des GES produits par l'aéroport et de ce fait aucun objectif de réduction de ceux-ci alors que nous sommes en situation d'urgence climatique. L'attractivité de l'aéroport comme facteur pour l'implantation de futures entreprises dans la zone aéroportuaire n'a pas été déterminant si l'on se fie aux entreprises qui se sont récemment installées dans ce secteur. D'un point de vue fiscal, la ville de Longueuil est loin d'être gagnante avec la présence de cet aéroport sur son territoire, car les taxes qu'elle en tire sont nettement inférieures au potentiel industriel ou commercial ou résidentiel de cet immense terrain. La rentabilité à long terme de l'aéroport repose, au dire du président, ou de son ex-président, sur l'ajout de vols internationaux, dont l'aéroport Montréal-Trudeau a cependant l'exclusivité pour les 3 prochaines décennies. Nos recommandations. Ces constats nous amènent aux recommandations suivantes, c'est-à-dire un moratoire sur tout développement de l'aéroport. Les problèmes actuels de cohabitation avec la population doivent être résolus et un plan de développement durable doit être mis en place. Une évaluation complète de l'empreinte carbone actuelle de l'aéroport avec un test climatique obligatoire pour les développements futurs ou l'ajout de services afin de garantir la cohérence avec l'atténuation du changement climatique. Une évaluation complète du dépôt des particules fines et de leurs impacts sur Saint-Bruno, Saint-Lambert, Sainte-Julie, Saint-Basile-le-Grand au minimum. Une analyse des occasions que pourrait représenter la fermeture de l'aéroport ou sa transformation en un pôle d'innovation. Cela pourrait être pour développer le transport aérien électrique, visé à remplacer les avions à piston actuels, utilisés dans les écoles de pilotage par des avions électriques, ou toute autre innovation alignée sur l'atteinte à brève échéance de la carbone neutralité pour le secteur économique. Voilà. C'était la présentation de notre mémoire. Merci. Très bonne présentation. Il y a des volets d'analyse qu'on n'avait pas encore vus, des volets d'analyse au pied carré de la valeur, des réflexions sur la rentabilité de l'aéroport. Et j'aimerais justement revenir sur une question sur la rentabilité. Et vous avez évoqué d'ailleurs une recommandation vers la fin sur des perspectives peut-être différentes pour l'aéroport. Ma question serait, si on comprend, et vous le dites, disons que c'est les paroles de l'aéroport, que sa rentabilité à long terme repose donc sur des vols internationaux, à rabais, bref, des vols internationaux. On peut donc comprendre qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, l'aéroport n'est plus ou moins rentable, puisqu'on dit que c'est cette façon-là qui permettrait une rentabilité à long terme. Est-ce que vous sentez, vous, un risque donc sur l'existence même de l'aéroport aujourd'hui? Et ce risque-là, est-ce qu'il pourrait être même propagé les locataires, en fait, de l'aéroport, tout en incluant même l'ENA, le CTA, qui repose aussi sur la présence d'un aéroport à Saint-Hubert? Comment vous voyez, avez-vous des recommandations? Vous l'avez fait un peu à la fin, mais peut-être aller un petit peu plus loin sur... Si ce n'est pas les vols internationaux, c'est quoi la possibilité, les manières de rendre cet aéroport soit efficace, rentable? Quelle utilisation? En fait, je n'ai pas de réponse.
parce que je pense que les études, les analyses sont manquantes. Là, ce qui a été fait, ça a été, à mon avis, une évaluation de surface. Donc, on s'est dit, si on a les vols internationaux, ça nous permet de garantir une certaine rentabilité. C'est très, très fragile comme vision. Donc, on le voit actuellement. L'aéroport, si rien ne bouge, l'aéroport, tôt ou tard, va faire face à des problèmes majeurs au niveau financier. Sauf, bien sûr, s'ils ont l'aide du gouvernement supérieur. Ce qui est toujours possible, on remarque bien, pour maintenir en vie certains éléments, certaines activités économiques, on le voit fréquemment. Mais sur la base strictement économique, actuellement, l'aéroport, sa seule voie de sortie, c'est d'avoir des vols internationaux ou des vols à rabais. Et vous avez vu cette semaine, je pense, l'aéroport de Montréal s'est présenté comme tel et a aussi présenté aussi certains éléments. Ce que l'on peut voir, l'analyse qu'on a fait, nous, c'est de regarder un peu en se disant, bien, OK, on a un aéroport, si on prenait ces terrains-là et on le transformait en autre chose, est-ce que ça serait plus rentable ou pas? Ce qu'on découvre, c'est que la rentabilité de ce terrain-là serait de beaucoup supérieure s'il n'y avait pas un aéroport. Est-ce que l'aéroport, actuellement, a un effet attractif suffisant pour dire, OK, on va établir des entreprises autour qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement payantes, ce qui n'est pas le cas. Pratt & Whitney, si vous prenez par exemple l'exemple de Pratt & Whitney, je ne sais pas si on le citait dans le mémoire, génère très peu de taxes. Donc, les revenus de taxes par mètre carré ne sont pas nécessairement très élevés. Les autres entreprises, Molson n'a rien à voir avec l'aéroport. L'entreprise aussi qui s'est installée dernièrement, l'immense entreprise comme entrepôt, n'est pas reliée à l'aéroport. L'entreprise qui est en train de s'installer en face sur le terrain de la zone agricole, qui est une entreprise pour l'agriculture verticale, on ne voit pas comment l'aéroport est un plus pour eux autres. Donc, quand on regarde tout ça, on ne voit pas de retombées majeures et importantes. Bombardier, ils ont une usine de transport à Saint-Bruno, en fait, une usine de prototypage. Leur siège social, maintenant, c'est plus eux autres, ça a été vendu. Donc, ça n'a rien à voir avec l'aviation. Et vous avez, dans le parc industriel de Saint-Bruno, on a effectivement une entreprise qui est liée avec Airbus. Donc, mais Airbus n'a rien aux alentours. Il n'y a pas donc, c'est plus à Mirabel que ça se passe. Donc, quand on regarde ça, on se dit, on voit mal comment cet aéroport-là pourrait arriver à autre chose que ce qu'il a réussi à produire depuis qu'il est installé là. Donc, ça reste un aéroport de petite dimension. Là, on le voit avec l'arrivée du REM, donc l'espèce d'avantage comparatif qu'on pouvait avoir en disant on va avoir des vols internationaux, donc à proximité, même les vols régionaux. Les vols régionaux ne sont pas suffisants. Même si vous avez des vols régionaux, la quantité de vols régionaux ne permet pas une rentabilité de l'aéroport à long terme. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument avoir des vols internationaux. Fait qu'on est là-dedans. Puis les vols à rabais, ben, c'est pas quelque chose qui est encouragé de notre point de vue à nous, parce que c'est un petit peu antinomique par rapport à toute la lutte au changement climatique. Il faut réduire notre utilisation des transports aériens, qui est un immense producteur de gaz à effet de serre, dont l'efficacité est très peu élevée. Oui, il y a des choses qui se vivent. Ce que l'on voit, par contre, je réponds longuement à votre question, il y a un intérêt, en tout cas, pour tout ce qui pourrait s'appeler une zone d'innovation au niveau du transport aérien. Je pense qu'il y a un beau potentiel là. Je pense que l'aéroport pourrait se démarquer très nettement et là attirer peut-être des joueurs autour. D'autres joueurs qui viendraient s'installer pour développer des concepts. Là, on parle de logiciels, on parle aussi de moteurs, on parle aussi d'alliage léger au niveau des avions. Tout est possible. Et là, ça devient pour nous quelque chose de très, très, très intéressant, peut-être pertinent. Mais là, il va falloir que le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien, puisse injecter des fonds pour éventuellement aider à la transformation. Donc, dans le traditionnel, actuel, aéroport de Saint-Hubert, pour nous, ce n'est pas intéressant pour la population qui vit autour. Ce n'est pas économiquement aussi rentable. Et à terme, l'entreprise va avoir des difficultés. Et d'un point de vue fiscal, ce n'est pas aussi très pertinent pour la ville de Longueuil, qui perd aux chances en termes de revenus d'entrée fiscale. Est-ce Voilà. que je peux apporter un complément? Oui. Ça fait plaisir, tu es là pour ça. Oui. Alors, quand j'entends cette analyse, merci beaucoup, Martin, pour cette analyse qui nous dit que fiscalement parlant, la ville de Longueuil est perdante dans l'état actuel et probablement dans le développement là, de cet aéroport-là. Moi, je vois le potentiel qui est manqué pour des questions comme
le logement abordable, le logement social, l'agriculture, tout ce qui va nous amener, tout ce là où on veut être avec la transition. Alors, je vois, moi, un immense potentiel qu'on n'a pas encore regardé. Donc, je vois vraiment, c'est ma surprise, Martin, merci de ta contribution à ce mémoire, de voir là, qu'on ne peut pas nous dire que c'est tellement payant qu'on ne peut pas s'en passer. Puis on n'est pas obligé de le garder dans l'État parce qu'il est là depuis 100 ans. Le siècle qui s'en vient, il ne ressemblera pas au siècle passé. C'est impossible. Il faut penser avec un autre paradigme. Il faut penser autrement. Merci. J'avais une question un peu sur la question de la pollution sonore. Est-ce que vous pourriez nous décrire un peu comment c'est vécu actuellement à Saint-Bruno? C'est quoi les impacts que vous avez ressentis? Est-ce qu'il y a eu une évolution? Il y a eu un rapport au début des années 2010 qui a été produit. Est-ce que depuis le dépôt de ce rapport-là, avec les recommandations, vous avez senti une amélioration, une diminution de la qualité sonore? Voilà, je voulais vous entendre là-dessus. Bien, la réponse est toute simple, c'est-à-dire que ça vient par vague. Moi, j'habite, ça tombe comme ça, j'habite dans un corridor qui est fréquenté par des petits avions. Donc, on peut être des jours où on a... Mais tout d'un coup, il arrive, là, c'est pas la queue, aux 5 minutes, là, puis c'est des tondeuses à gazon, qu'on le veut, qu'on ne le veut pas, là, des tondeuses à gazon, et c'est très, très bruyant, et c'est dérangeant. Même à l'intérieur, on les entend. L'autre élément, bien sûr, qui s'est ajouté, donc il y a eu une diminution peut-être du nombre de vols, il y a eu une orientation qui fait en sorte que je pense que les corridors ont été... Mais il en reste pas moins qu'on peut avoir pendant quelques jours là, une séquence d'avions qui circulent au-dessus de nos têtes, et c'est dérangeant. Et c'est d'autant plus dérangeant, c'est pas juste une question de bruit, parce que, à moins que je me trompe, un certain nombre de ces avions-là fonctionnent aussi avec une essence qui serait prohibée dans les autos. Donc, ça, c'est donc vous jetez un petit peu de particules et un peu de cochonnerie au-dessus de la tête des gens, ce qui n'est pas très, très réjouissant. Avec tout ce qu'on a comme cochonnerie autour de nous, là, ça peut ajouter au problème. L'autre élément, c'est bien sûr, c'est l'arrivée de Chrono. Donc, le Chrono qui est un avion qui décolle, qui atterrit à toute heure du jour. Et donc, moi, ça ne me dérange pas personnellement, je ne suis pas dans le corridor, mais je sais que dans le district numéro 8, entre autres, le district numéro 1, à Sainte-Julie aussi, c'est des avions très, très, très bruyants et qui, bien sûr, peuvent atterrir à 2 heures du matin. Ah, mais c'est pas très... Et vous savez qu'il y a des gens, puis je les comprends aussi, le sommeil, si vous vous faites réveiller en pleine nuit, pas toujours évident de se rendormir. Et il y a aussi les fameux tests de moteur. Qu'eux autres, ça produit un bruit d'enfer et ça aussi, c'est dérangeant. Donc, dépendamment de la direction des vents, et comme les vents dominants sont du secteur ouest, il n'y a pas besoin de vous dire que Saint-Bruno est justement quand tu regardes l'aéroport, l'ouest, on est en plein dedans. Donc, tout ça mis ensemble fait en sorte que pendant quelques jours, on peut être dérangé de façon continuelle à toute heure du jour et même presque à toute heure de la nuit par différents avions. Il y a des secteurs à Saint-Bruno qui sont moins touchés, mais de façon générale, on est tous. Puis moi, je le vois à chaque fois qu'il y a un atterrissage de Chrono, il suffit de regarder sur les médias sociaux. Ah, bien là, c'est la déferlante. Là. Les gens, c'est épouvantable. Les gens disent que c'est ça. Puis tout le monde, même à des tests de moteur, tout le monde se demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Y a-t-il une explosion, un tremblement de terre? Et c'est sûr que ça réveille tout le monde, à peu près, à moins d'avoir un... C'est sûr qu'il y en a que le bruit ne les dérange pas. Vous les installez à côté d'une voie de chemin de fer, le train passe, ils ne se réveillent pas. Il y en a qui sont comme ça. Mais la majorité des gens, mais la très grande majorité des gens, c'est dérangeant. Donc, effectivement, les études de l'OMS prouvent que l'Organisation mondiale de la santé, que ces dérangements-là durant la nuit sont des sources de stress, et le stress amène aussi souvent de l'insomnie, de la difficulté. Donc, ça a des effets perturbateurs sur la santé à long terme. Court terme, non, mais à long terme. Voilà. Bien, en fait, j'aimerais revenir sur, vous devez vous en douter, sur l'impact économique quand même de l'aéroport. Donc, il y a quand même plusieurs entreprises qui gravitent autour de l'aéroport, qui s'y établissent parce qu'ils ont accès aux pistes ou au transport de personnes. Il y a tout le transport interrégional aussi qui est vraiment porteur pour le Québec, qu'on doit prendre en considération. Il y a aussi des terrains dans la zone aéroportuaire qui sont contaminés, qui ont une faible capacité portante. Donc, je comprends qu'au niveau des recettes fiscales, il y a vraiment un avantage de raser peut-être tout ça et de repartir un parc industriel. Mais si on considère toutes ces composantes-là,
ces enjeux-là. Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu plutôt d'aller de l'avant avec une étude économique pour voir quelles retombées réelles sont générées par l'aéroport pour pouvoir comparer les différents scénarios qui nous sont présentés pour le développement futur? Je pense que là-dessus, il faut raisonner un peu de façon nihilo, dans le sens qu'on se dit, s'il n'y avait pas d'aéroport, on pourrait le remplacer par quoi? Ce quoi-là est-il rentable? Et puis, ceux qui sont existants, est-ce qu'ils révèlent leur plein potentiel? Je ne suis pas convaincu. Puis quand vous parlez de surface portante, Molson s'est installé sur un terrain dont la surface portante n'était pas très élevée. On le sait, Saint-Bruno est en concurrence. Et ce que tu fais, tu pieux et tu renforces ton terrain. Donc, ce n'est pas un élément qui est... Et là, les terrains contaminés, il y a tellement peu de terrains disponibles que d'avoir à proximité 3 km² qui pourraient éventuellement être transformés. Il y a des gens... Il y a un terrain à Saint-Bruno qui s'est vendu, vous êtes sûrement au courant, le fameux terrain, là, je pense, c'est pas loin de 100 millions, puis 3 millions de pieds carrés. Donc, on est là-dedans. Fait que c'est pas une question économique, dans le sens que la rareté des terrains dans une zone comme celle de Montréal a une valeur très, très, très élevée actuellement, et elle n'ira qu'en augmentant suite aux pressions. Donc, ce que ça veut dire, puis là, vous parlez de contamination, bon, il y a des programmes pour décontaminer si la contamination est existante, mais par contre, vous avez tout à fait raison, et c'est ça qui nous manque. Les études, on n'en a pas. On n'a pas d'études au niveau de l'impact environnemental. On n'a pas d'études sur l'impact. On peut nous dire, OK, 5 000 emplois, 1 milliard, mais ça vient d'où? Ça vient d'où? On garage des chiffres sur lesquels Puis, autour de l'aéroport, vous avez peut-être des joueurs qui sont là, mais ce sont des petits joueurs. Est-ce qu'on peut... Puis moi, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je ne vais pas m'éterniser, là. C'est, pour nous, là, d'un point de vue strictement environnemental, puis d'un point de vue aussi de donner une valeur ajoutée à cet aéroport-là, je pense que d'en faire une zone d'innovation aéronautique, pour moi, ça serait gagnant. Et on est rendu là. Et donc, tout le monde serait gagnant. Ils ont fait quelque chose, on peut accepter, peut-être de moins de retombées économiques, mais au moins, on est partenaire d'une évolution d'un marché qui doit effectivement aller dans cette direction.